bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon petit ami m'a dit que je devais perdre du poids avant de rencontrer ses parents. J'ai disparu pendant 1 an. La fois suivante où il m'a vue. Tu devrais perdre un peu de poids avant de les rencontrer. Ces mots ne m'ont pas frappé comme une gifle. Ils se sont enfoncés lentement, comme une lame glissée entre les côtes, douce au début, mais de plus en plus douloureuse. Je me rappelle exactement comment ses lèvres ont bougé, du geste désinvolte de son poignet en prononçant cette phrase, comme s'il me proposait de changer de chaussures, pas de changer de corps. Le bruit du restaurant s'est transformé en un fond sonore indistinct. Mes doigts, qui traçaient distraitement le bord de mon verre de vin, se sont figés. Avait-il vraiment dit cela ? Jacob n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il était trop occupé à écrire, sans doute en train de répondre à un courriel de son père. La lumière bleutée de l'écran se reflétait dans ses lunettes, dissimulant ses yeux. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir fait partie de cette aventure extraordinaire. Si ces histoires de résilience et d'émancipation vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit et cela nous aide à faire grandir cette belle communauté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. J'avais passé 6 mois à tomber amoureuse de cet homme, 6 mois à croire qu'il était différent. Et en une seule phrase, il m'avait réduite à un chiffre sur une balance. Tout n'avait pourtant pas commencé ainsi. 3 mois après mon arrivée chez Nexitech, j'étais encore cette fille invisible, celle qui restait au fond du bureau, qui corrigeait des bugs que personne d'autre ne savait résoudre, qui ne parlait que lorsqu'on lui posait une question. Mon cubicule était une forteresse de gobelets à café vides et de post-it multicolores. Mes écouteurs me servaient de bouclier contre les bavardages inutiles. Puis Jacob Robertson est arrivé. Cadre dans le marketing, charismatique, le genre d'homme qui faisait bafouiller les stagiaires. La première fois qu'il m'a remarqué, je corrigeais un plantage de serveur, un soir à 23h. Il s'est penché au-dessus de mon bureau, dégageant une odeur de cèdre et de parfum hors de prix, et m'a dit « Tu es la seule dans ce bâtiment à vraiment comprendre comment ce système fonctionne. » J'ai ri, nerveusement, incrédule. Il faut bien que quelqu'un le comprenne. Il est resté. Il a posé des questions. Et surtout, il a écouté. C'est cela qui était dangereux. Nos pauses café sont devenues des sessions nocturnes de codage. Il m'apportait des croissants aux amandes de la boulangerie du coin, se souvenant que je n'aimais pas le chocolat. Il riait doucement à mes commentaires sarcastiques durant les réunions, comme si nous partagions un secret. Un jeudi pluvieux, il m'a embrassé dans la salle des serveurs. J'ai eu envie de faire ça depuis le jour où je t'ai vu en train d'insulter Python, comme si ce langage t'avait personnellement offensé, a-t-il murmuré. J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour durer. Lorsqu'il m'a dit « Mes parents veulent te rencontrer », j'ai senti mon cœur bondir. Je me suis mise à rêver de ce dîner raffiné, de l'argenterie brillante, du sourire approbateur de sa mère. J'ai acheté une robe neuve, révisé des sujets de conversation convenables, pratiqué ma poignée de main devant le miroir. 2 jours avant ce fameux dîner, il m'a emmené dans son restaurant de sushi préféré. Alors voilà, a-t-il dit, les baguettes suspendues au-dessus de son assiette, juste pour te prévenir, mon père est un peu à l'ancienne. L'apparence compte beaucoup pour lui. J'ai hoché la tête, mâchant lentement. D'accord. Il a poussé un soupir, comme si je compliquais les choses. Peut-être perdre, disons, 5 kilos avant samedi. Juste pour leur faire bonne impression. Le thon dans ma bouche est devenu cendre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levée, j'ai laissé un billet sur la table et je suis partie. Il m'a envoyé cet message avant que je sois rentrée chez moi. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas si grave. Tu sais que je t'aime, non ? J'ai bloqué son numéro ce soir-là. Je suis restée allongée, fixant le plafond, repassant mentalement chaque compliment, chaque caresse, chaque murmure du type « Tu es parfaite ». Tout cela avait-il été réel ? À 3h du matin, mon ordinateur a émis un « digne ». Un recruteur japonais m'avait envoyé un courriel. Objet, nous cherchons à vous joindre. J'ai cliqué sur « Répondre » avant de changer d'avis. Je suis intéressée. Le lendemain matin, Jacob m'attendait à mon bureau. Daniel, s'il te plaît. Je lui ai tendu mon badge. Je démissionne. Son visage est devenu blême. Quoi ? Mais pourquoi ? J'ai souri, glaciale, sereine. Je pars là où mon travail a une réelle importance.
Il ne le savait pas encore. Mais ce lieu se trouvait à plus de 10 000 kilomètres. Et le principal concurrent de son père allait devenir mon nouvel employeur. La confirmation du vol clignotait sur mon écran, Chicago O'Hare vers Tokyo Handa, elle est simple. Je n'ai pas pris d'objets sentimentaux. Pas de photos encadrées, pas de vieux pulls. Juste mon ordinateur, 3 carnets remplis de codes griffonnés, et cette énergie nerveuse et tranchante propre à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Jacob avait tenté de m'appeler 12 fois. Je les ai tous envoyés vers la messagerie vocale. Lorsque mon chauffeur Uber s'est arrêté à O'Hare, il a jeté un coup d'œil à ma valise démesurée. Vacances? Renaissance, ai-je répondu, et je lui ai laissé un bon pourboire. Je n'ai bloqué le numéro de Jacob qu'une fois l'avion décollé. Pas par faiblesse, mais parce que, pendant une fraction de seconde, je voulais qu'il entende le rugissement des moteurs, qu'il comprenne que j'étais déjà parti, avant même d'avoir atterri. Mon dernier message disait: ne conditionne jamais la valeur d'une personne à un chiffre sur une balance. Puis j'ai éteint mon téléphone. Et laissé le bourdonnement de l'Airbus A380 engloutir le passé. La gare de Shinjuku m'a avalé tout entière. Une marée de salarymen en costumes noirs identiques. Des adolescents riant sous les néons couverts de kanji que je ne savais pas lire. L'odeur de brochettes grillées et de bitume mouillé par la pluie. Je suis resté figé, agrippant ma valise comme une encre, réalisant que je ne parlais pas un mot de japonais. Les instructions de mon nouveau patron étaient simples. Prendre la ligne rapide jusqu'à Kishiji. Sortir par la porte sud. Je me suis trompé de train à 2 reprises. Quand j'ai enfin atteint mon minuscule appartement, une pièce de 6 tatamis avec une douche étroite comme un cercueil, mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais ce qui me faisait trembler n'était pas la peur, c'était cette exaltation électrique d'être réellement anonyme. Personne ici ne connaissait mes insécurités. Personne ne se souciait de mon poids. Pour la première fois depuis des années, je n'étais rien d'autre que Daniel de Texfer. Le siège japonais ne ressemblait en rien à celui de Nexta. Pas d'arrogance de verre et d'acier, pas de lumières fluorescentes agressives ni de tableaux blancs couverts de formules à moitié effacées. Sur mon bureau, un simple post-it disait, dans un anglais hésitant, « Bienvenue Daniel ». Mon équipe m'observait en silence. La programmeuse en chef, une femme menue à la frange droite, lut mon badge, « Arrêt ». « Oui, dis-je lentement, mais je ne parle pas très bien. » Elle me tendit une pile de dossiers. Pas de blabla. Répare juste le projet. Ce projet s'appelait Vitami, une application de suivi santé laissée à l'abandon, dernier espoir de la société avant de l'abandonner complètement. Vitami était un cimetière d'idées mal conçues, un compteur de calories culpabilisant les utilisateurs pour avoir mangé du mochi, un podomètre qui insultait en japonais ceux qui restaient assis trop longtemps. Le code était surchargé, l'interface condescendante. Pourquoi ce truc a-t-il été conçu, demandai-je avec ironie. Elle haussa les épaules. Ils pensent que les marchés étrangers veulent une motivation dure. J'ai failli éclater de rire. Cette soi-disant motivation dure, c'était précisément la raison pour laquelle j'avais quitté Chicago ce soir-là. J'ai réécrit toute la page de connexion. Peruto Arusato, le développeur principal, âgé de 58 ans, communiquait exclusivement par grognement et tableur Excel. Il ne me saluait jamais. Il se contentait de déposer une canette de café chaud sur mon clavier chaque matin. Un jeudi, il s'arrêta à mon bureau, plissa les yeux sur mon nouveau code et dit: « Trop gentil. Les gens n'ont pas besoin de cruauté pour changer. » J'ai répondu calmement. Il a reniflé, est parti, puis est revenu avec une clé USB contenant une API secrète. Elle donnait accès à la base de données nationale de santé du Japon. Pour des métriques réelles, marmonna-t-il. Personne ne m'avait offert un tel cadeau depuis les compliments empoisonnés de Jacob. J'ai travaillé jusqu'à ce que l'équipe de ménage me chasse. Mon nouvel algorithme ne prenait plus en compte le poids. Il analysait la qualité du sommeil à l'aide des données de pollution sonore de Tokyo, la fatigue mentale via les schémas de frappe au clavier, la joie mesurée par la fréquence à laquelle quelqu'un interrompait son travail pour observer les cerisiers en fleurs passer devant la fenêtre. Haru vit le prototype et ne dit qu'un seul mot. Vendable. Arrêt, elle, n'était pas d'accord. Pas de chiffres, pas de pression. Les Américains n'achèteront pas. J'ai souri. Heureusement, je ne le vends pas à eux. La 4e semaine, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres de Texfer, j'ai compris pourquoi Vitami avait échoué. Ce n'était pas une question de code.
C'était une question de philosophie. La même que Jacob m'avait imposée, celle qui prétendait que la santé était une punition, que le progrès exigeait de la souffrance. Mais ma version, elle, célébrait les petites victoires. Elle n'hurlait pas, elle écoutait. Comme j'aurais tant aimé qu'on le fasse pour moi. La première fois que Vitami version 2.0 signala un risque de burn-out, c'était uniquement basé sur les variations de vitesse de frappe. Aru frappa du poing sur mon bureau. Comment, demanda-t-il, son grognement habituel remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. J'ai affiché le code. Les gens ne ralentissent pas parce qu'ils sont paresseux. Ils ralentissent parce qu'ils sont épuisés. L'algorithme ne se contentait plus de compter les pas ou les calories. Il cartographiait des schémas, l'hésitation de la souris avant de cliquer sur un journal alimentaire, les millisecondes entre l'ouverture des notifications, les variations subtiles de la luminosité nocturne de l'écran, autant d'indices d'insomnie. La santé n'était plus un chiffre. C'était une histoire. Et pour la première fois, mon code savait la lire. L'équipe de nettoyage de Texfer s'était habituée à moi. Ils poussaient de longs soupirs en lavant sous mon bureau, leur radio grésillant au rythme de ballet inca, tandis que l'écran de mon ordinateur projetait des ombres bleues sur les murs vides. Certaines nuits, Aru restait aussi. Pas pour m'aider, mais pour m'observer coder. Comme quelqu'un qui n'a plus le temps, remarqua-t-il un soir en me lançant un onigiri de supérette. Je l'ai déballé sans lever les yeux. J'ai passé assez de temps à entendre que je n'étais pas à la hauteur. Maintenant, je leur prouve le contraire. Le riz était froid. Je m'en moquais. Le directeur Fujimoto détesta Vitami 2.0 dès la première démonstration. Où sont les métriques, s'exclama-t-il, en tapotant l'écran. Où sont les photos avant-après? Les courbes de perte de poids? Aru serait dit à côté de moi. Aru alluma une cigarette à l'intérieur, un geste de pouvoir flagrant. J'ai pris une inspiration. Mesureriez-vous la santé d'un arbre à la finesse de son tronc? Fujimoto cligna des yeux. Cette application suit l'énergie, la concentration, la récupération. Des éléments qui indiquent réellement si une personne s'épanouit. Pas seulement ce qui la rend plus mince. Silence. Les Américains ne comprendront pas cela, murmura Fujimoto. Aru souffla la fumée vers le plafond. Tant mieux. La 6e semaine arriva avec la revue trimestrielle. 20 cadres, un projecteur. Tandis que Fujimoto recommençait son discours habituel sur la motivation par la honte, quelque chose se brisa en moi. Non. La salle se figea. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix resta calme. Nous avons testé Vitami 2.0 sur 50 employés pendant 3 semaines. Leur productivité a augmenté de 19%. Leur niveau de bonheur déclaré, de 32%. Je passais à la diapositive suivante, un graphique montrant l'amélioration de la qualité du sommeil. Ce n'est pas seulement un meilleur code. C'est une meilleure éthique. Une femme du service comptabilité, que je ne connaissais même pas, acquiesça vivement. Le visage de Fujimoto s'assombrit. Et si cela échoue, lança-t-il. Alors je démissionnerai, répondis-je. Mais cela ne va pas échouer. Aru toussa. Cela ressemblait étrangement à un rire étouffé. 2 jours plus tard, le directeur général Watanabe m'interpella dans la salle de pause. Votre algorithme, dit-il en versant du café noir dans une tasse ébréchée, m'a signalé hier soir. Je serrai ma propre tasse. Pour quel risque? Il sourit tristement. Risque de dépression. Ma femme m'a quitté il y a 3 mois. Je pensais que je cachais bien ma peine. La machine à café gargouilla entre nous. Vous êtes sous-exploitée comme développeuse junior, déclara-t-il enfin. Prenez la tête de l'équipe Vitami. Plein pouvoir. La lettre de promotion est arrivée dans ma boîte mail avant que je ne finisse mon café. Mon premier acte officiel fut de supprimer chaque message punitif du code source de l'ancienne version. Plus d'alerte du type « Vous êtes à la traîne ». Plus de visages renfrognés lorsqu'un entraînement était manqué. À la place, l'application demandait désormais « Avez-vous bu de l'eau aujourd'hui ?» accompagnée d'une animation de dauphins joyeux. En cas de réponse positive. Besoin d'une pause étirement de 5 minutes, avec des tutoriels en pixel art. Qu'est-ce qui vous a fait sourire cette semaine, inscrit dans un journal privé de joie? Aru trouvait cela trop doux. Nos bêta-testeurs, eux, l'appelaient la première application qui ne me fait pas me détester. Les précommandes ont triplé en 48 heures. Robertson Global commence à poser des questions sur moi.
Watanabe mentionna d'un ton désinvolte, lors de notre prochain point d'avancement, que des investisseurs américains s'étaient montrés intéressés. Mon stylo se figea à mi-parcours de ma signature. Quels investisseurs américains? Il me scruta attentivement. Ils ont entendu parler de ton algorithme d'empathie. Tu les connais? La climatisation bourdonnait doucement. Un téléphone sonnait quelque part. Non, mentis-je. Je ne les ai jamais rencontrés. Il acquiesça lentement. Parfait alors. Tu ne verras aucun inconvénient à présenter Vitami 2.0 au Tokyo Tech Summit, le mois prochain? Je souris. Ce serait un honneur. La première fois que j'entendis le nom de Robertson Global dans une réunion, mon café se refroidit immédiatement. Le nom s'était faufilé dans la conversation comme un invité non désiré. Watanabe l'avait mentionné incidemment lors de notre réunion du lundi matin. Haru tourna les yeux vers moi, aussi tranchant qu'une lame. Il savait. Dès le mercredi, des rumeurs circulaient dans tout le bureau. Ils envoient une délégation complète. Ils n'acquièrent que des startups valorisées à plus d'1 milliard. Ils veulent Vitami. Je gardai la tête baissée, continuant à réécrire le code jusqu'à ce que ma vision se brouille. Puis l'email arriva. Objet, visite sur site de Robertson Global. Présence requise. En pièce jointe, une liste d'invités. En 3e position, Thomas Robertson. Le père de Jacob. Ils arrivèrent en groupe, chaussures Oxford cirées, costumes sur mesure, l'assurance inébranlable de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Je reconnus Thomas immédiatement. Même mâchoire saillante que Jacob. Même manière d'incliner légèrement la tête en écoutant, comme s'il évaluait secrètement votre valeur nette. Lors du tour de table, je me présentai sous le nom de jeune fille de ma mère. Daniel Reyes. Je guettais une réaction. Il n'y en eut aucune. C'est donc vous, le génie derrière cet algorithme d'empathie, déclara Thomas en me serrant la main. Sa poigne était ferme, son sourire parfaitement étudié. Nous suivons votre travail depuis un moment. C'est étrange, répondis-je doucement. Je n'ai pourtant jamais postulé chez Robertson Global. Un silence léger, suivi d'un rire nerveux de mon équipe, intrigué du côté des Américains. Les yeux de Thomas se plissèrent à peine. Peut-être auriez-vous dû. Ils m'encerclèrent après le déjeuner. Donnez-nous votre prix, déclara Durso, une femme aux cheveux blonds presque argentés. Nous voulons l'algorithme, multiplié par 5. L'équipe est optionnelle. Je fis tourner doucement mon matcha. Il n'est pas à vendre. Tout est à vendre, répondit Thomas. Il se pencha, baissant la voix. Mais nous vous préférerions avec. Développeuse principale. Bureau de San Francisco. Salaire à 7 chiffres. Un montant capable d'effacer mes dettes d'études, d'acheter une maison, d'éteindre à jamais les mots cruels de Jacob. Je reposai ma tasse. Je ne travaille pas pour ceux qui tirent profit de la honte. Thomas sourit avec la même condescendance que Jacob avait eue un jour, lorsque j'avais évoqué la théorie féministe. Nous reparlerons après ta présentation au sommet. Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre voilé. Pendant 2 semaines, je vécus dans le laboratoire de Texfer. Haru peaufinait les diapositives. Haru mettait la démo à l'épreuve. Même Fujimoto finit par valider les textes marketing, à contre-cœur. Mais à 3 heures du matin, la veille du sommet, je retouchais encore le discours. Tu réfléchis trop, grogna Haru, en me lançant une couverture. Ils vont te scruter. Te juger, probablement. Il alluma une cigarette, ignorant l'interdiction. Tant mieux. Qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Dans les coulisses du Tokyo Forum, je faisais les 100 pas, en blazer et basket, mon uniforme de pouvoir. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Daniel, il faut qu'on parle. Je bloquai le numéro sans répondre. Puis la porte s'ouvrit. Thomas Robertson apparut, 2 verres de whisky en main. Nerveuse? Préparée, rectifiai-je. Il sourit en me tendant un verre. Vous me rappelez mon fils. Têtue. Brillante. Incapable d'accepter de l'aide. Les glaçons tintèrent quand je pris une gorgée. C'est étrange, dis-je. Il ne m'a jamais parlé de vous. Thomas se figea. Son regard se durcit. Attendez. Daniel, la Daniel de Jacob? Celle qui a disparu? Exactement. Le verre trembla dans sa main. Dehors, l'annonceur prononça mon nom.
Les lumières m'aveuglèrent. 1000 visages flous. Tous sauf un, Thomas, au premier rang, agrippant son siège comme s'il était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Je pris une profonde inspiration. Il y a un an, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas assez bien comme j'étais. Ma voix résonna, claire et assurée. Aujourd'hui, Vitami a aidé 12 000 personnes à mesurer leur valeur, sans balance, sans honte. L'écran derrière moi s'illumina de témoignages, une mère célibataire ayant enfin dormi une nuit entière, une jeune femme en convalescence après une anorexie, qui suivait désormais son énergie au lieu de ses calories, un homme âgé dont le score de joie avait grimpé après avoir adopté un chat errant. Le visage de Thomas devint livide. La santé n'est pas une punition, dis-je, les yeux dans les siens. C'est une liberté. Et je ne fais que commencer. Les applaudissements firent vibrer les murs. Thomas me rattrapa dans les coulisses. Je n'avais aucune idée, commença-t-il. Évidemment que non. Je rangeai mon ordinateur, la main ferme. Votre fils ne voit que la surface des choses. Il tressaillit. L'offre d'acquisition tient toujours. Mais désormais, je propose un partenariat. Parts égales. Je zippai mon sac. Pourquoi ? Parce que vous avez construit ce que nous n'avons pas su faire. Il baissa la voix. Et parce que je vous dois la vérité sur ce qu'est vraiment Jacob. Dehors, les flashs des paparazzis éclataient. Des investisseurs tendaient leurs cartes de visite. Je tendis à Thomas mon verre vide. Envoyez les documents à mon avocate. Le prix d'excellence du Tokyo Tech brillait sous les projecteurs, plus lourd que je ne l'aurais cru. La voix du modérateur résonna dans l'auditorium. Pour avoir révolutionné notre vision de la santé, Daniel Reyes, Vitali. Les applaudissements éclatèrent. Les flashs crépitèrent. Mais mon regard ne quittait qu'un visage dans la foule, celui de Thomas Robertson, qui applaudissait avec la gravité d'un homme pleinement conscient du prix de ce moment. Je m'approchai du micro. Il y a un an, quelqu'un m'a dit que je devais changer pour être digne. La salle se tut. Alors j'ai changé. Mais pas comme il l'imaginait. Un murmure de rire. Le sourire de Thomas se crispa. Vitali ne réussit pas parce que c'est innovant. Elle réussit parce qu'elle est bienveillante. Parce qu'elle demande « Comment te sens-tu » au lieu de « À quoi ressembles-tu » Je levai le trophée. Il s'avère que le marché avait désespérément besoin de compassion. Thomas fut le premier à se lever. La foule suivit en une vague. L'ovation dura 47 secondes. Je les ai comptés, depuis les coulisses. Thomas me tendit un verre de whisky, même marque qu'auparavant, mais cette fois dans un tumbler en cristal. Je veux 49% de Vitali, déclara-t-il sans détour. Tu gardes le contrôle. Nous nous occupons de l'extension. Aucun droit de regard. Les glaçons tintèrent lorsque je bus une gorgée. Pourquoi partagerais-je mon entreprise avec vous ? Il me fixa. Parce que je suis le seul à vous avoir laissé réduire Robertson Global en cendres. Son sourire n'était que dents. Il commença par évoquer la division dirigée par Jacob. Le verre se figea à mes lèvres. Cela fait des années qu'il gère mal notre portefeuille santé, poursuivit Thomas. Ta plateforme rend la sienne obsolète. C'est presque poétique, non ? Je reposai mon verre. Je ne suis pas dans la revanche. Appelle ça de la destruction créative. Il fit alors glisser un contrat sur la table. Billet en première classe pour New York inclus. Nous faisons l'annonce lundi. Le stylo semblait aussi tranchant qu'un scalpel entre mes doigts. Je signai. Le restaurant baignait dans une lumière tamisée, peuplée de chuchotements et de négociations discrètes. Le genre d'endroit où les puissants se cachent derrière des banquettes en cuir. Thomas tenait sa cour, me présentant comme l'avenir de la technologie santé à des investisseurs dont les noms me disaient vaguement quelque chose, lus autrefois dans des classements Forbes. Puis l'atmosphère changea. Un silence tomba sur notre table. Le sourire de Thomas s'effaça. Je me retournai. Jacob se tenait là, à moins de 2 mètres. Son costume bleu marine froissé, sa coiffure d'ordinaire impeccable désormais trop longue. Il me regardait comme si j'étais un fantôme. Daniel ? Mon prénom craqua dans sa bouche. Thomas se leva brusquement. Excusez-nous. Il poussa Jacob vers le bar. Leur dispute, sifflée à mi-voix, se mêlait aux notes d'un piano jazz. Harry, toujours attentive, me donna un petit coup de coude. Ex-petite amie ? Ex-erreur, corrigeai-je en commandant une autre coupe de champagne. Jacob me retrouva près des toilettes.
Je ne savais pas qui tu étais, chez Texfer, lâcha-t-il, précipitamment. Si j'avais su. Tu aurais attendu après m'avoir présenté à tes parents pour m'insulter, rétorquai-je en ajustant ma boucle d'oreille, un diamant offert plus tôt par Thomas. Sa gorge se contracta. Je me suis trompé sur toute la ligne. Mais regarde-toi, dit-il en désignant la salle, son père riant avec mon équipe. Tu m'as détruit. Les bulles de champagne me chatouillaient le nez quand je bus une gorgée. Je ne t'ai pas détruit. Je t'ai dépassé. Il leva la main, voulant saisir mon poignet, puis s'arrêta net. Thomas se matérialisa derrière lui. La voiture nous attend. Pendant une seconde splendide, je le vis. L'instant précis où Jacob comprit que son héritage dépendait désormais de la femme à qui il avait dit un jour de devenir plus petite. Je m'éloignai sans un mot. Le siège mondial de Vitaly à Shibuya scintillait la nuit. Murs de verre, reflets de néon. Haru fumait sur le balcon, grommelant à propos des documents d'introduction en bourse. Harry déboguait notre dernière API de suivi de l'humeur avec son efficacité habituelle, presque inquiétante. Mon téléphone vibra. Une notification de l'application. Vous avez été régulièrement joyeuse cette semaine. Célébrez avec nous. Pièce jointe, une photo prise un an plus tôt. Moi, à l'aéroport, crânienne rasée, serrant mon billet aller simple, les yeux rougis mais déterminés. Je balayai l'image. À cet instant, Thomas appela. Le conseil est avancé à 10 heures. Puis, en baissant la voix. Jacob a démissionné. Je fis tourner mon stylo entre les doigts. Et ensuite? Avec un peu de chance, une thérapie. Thomas rit. Tu feras le discours principal à CS Prep. Tu vas tout déchirer. Je raccrochai en regardant Tokyo vibrer sous mes pieds. C'est étrange, songeai-je, comme certaines phrases « perds du poids, sois plus petite, change » avaient cessé d'être des blessures pour devenir le carburant de ma renaissance. Une vie devenue trop vaste pour tenir dans ce qu'on m'avait assigné. Haru, soufflant des volutes bleues vers le ciel, lança. Toujours pas en train de fumer. Toujours pas en train de mourir, répondis-je. Il esquissa un sourire. Parfait. Les lumières de la ville se mêlaient à mon rire. Non pas un rire cruel. Ni une victoire amère. Juste la joie tranquille d'être, enfin, exactement là où je devais être. Un an plus tard. Siège mondial de Vitaly, Tokyo. La couverture de Forbes me fixait depuis la table de conférence. Danielle Reyes, la femme qui a redéfini la santé et cassé Internet en le faisant. Mon assistante, Echo, posa un café sur la table en verre. Les Robertson sont encore en ligne. Je ne levai pas les yeux des dernières statistiques utilisateurs. Lequel? L'inutile. Un sourire effleura mes lèvres. Depuis que Thomas m'avait nommé publiquement à la tête de la division santé de Robertson Global, poste jadis promis à Jacob, ce dernier appelait chaque semaine. Je laissai son appel aller à la messagerie. Le soir venu, Haru et moi étions sur la terrasse du toit. La ville s'étalait sous nous comme un circuit imprimé de lumière. Il alluma une cigarette, la flamme vacillant au vent. Tu n'as jamais demandé d'excuses, dit-il. Je sirotai mon whisky, la même marque que celle offerte par Thomas, une éternité auparavant. Je n'en avais pas besoin. Ma montre vibra. Une notification de Vitami. La dernière fonctionnalité que j'avais moi-même codée. Victoire du jour, vous avez inspiré 12 437 personnes à redéfinir la santé selon leurs propres termes. Haru eut un sourire en coin, satisfait. Je regardai l'horizon. Le néon palpitant d'une ville autrefois étrangère. Devenu, peu à peu, mon chez-moi. Non, dis-je doucement. Je ne fais que commencer.